Il est 11h sur le flux musique de Geek Ferries. Bonjour à tous. Nous allons retrouver dans un instant le compositeur Jean-Éric Bodanovic, qui est le compositeur qui a notamment travaillé sur la musique de Random. Donc nous allons la voir en ligne dans quelques instants sur Skype, en espérant que tout cela fonctionne. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez sur la page si vous le souhaitez. Sur la boîte qui est en bas. Alors nous avons Jean-Éric en ligne. Ça y est. Bonjour. Bonjour à tous. Salut. Alors, tu es parmi nous ce matin pour commencer le flux Geek Ferries, donc qui concerne la musique. Tu es avec nous ce matin pour une petite heure, à peu près 3/4 d'heure, 1 heure, pendant laquelle tu vas nous présenter un petit peu ton travail, ton approche de la musique, n'est-ce pas? Alors, j'ai quelques questions pour toi, et puis des auditeurs risquent d'en poser aussi depuis une page qui est dédiée. Voilà, pour t'expliquer un peu le fonctionnement. Donc moi je vais donc démarrer avec une question toute simple. Comment tu es venu à la musique, et d'abord en tant qu'instrumentiste, puisque je crois savoir que tu es guitariste, et ensuite comment d'instrumentiste tu es passé à la composition? Est-ce que ça s'est fait tout en même temps, en suivant? Comment tu es arrivé à composer de la musique? Ok, alors effectivement j'ai commencé par la guitare quand j'étais tout petit, donc j'ai commencé la guitare à 9 ans. J'ai eu la chance d'être dans une sorte de structure à côté du conservatoire, etc., mais qui m'a permis d'avoir une approche un peu multi-thème ou multi-genre, on va dire, puisque mon prof de guitare m'a appris du classique. J'ai commencé par la guitare classique, et ensuite aussi du jazz, de la bossa, du rock, enfin tout type de genre. Donc c'était très très varié et très intéressant. Et après ça, donc pendant les collèges-lycées, j'ai eu les groupes de collège-lycée, comme on a tous plus ou moins eu quand on fait un peu de musique. Oui. Et ensuite, j'ai eu la chance d'être dans un groupe qui a eu un petit succès sur Paris. On a fait 2 albums autoproduits, ça s'appelait Doune, D-O-U-N-E, dans les années 2005-2010. Donc ça s'est plutôt bien passé. Le clavier du groupe a ensuite basculé vers la composition à l'image. Donc il fait aujourd'hui que ça, et il s'occupe de pas mal de documentaires. Moi j'ai toujours été fasciné par la musique de film depuis que je suis tout petit. Donc je me suis aussi essayé à ça dans les années 2000. Avec les technologies évoluant, on peut maintenant faire beaucoup de choses à partir de son ordinateur. Donc je suis arrivé un peu comme ça en fait, petit à petit, à la composition à l'image surtout, la composition dans le cadre du groupe, et puis voilà, donc ça s'est fait un peu naturellement avec la pratique, et puis les différents projets qui m'ont amené plutôt vers la composition à l'image. Et aujourd'hui, je fais quasiment plus que ça. D'accord. Alors, avant de parler de ton projet actuel, donc la web-série Random, et ainsi que d'autres projets, parlons un petit peu puisque c'est aussi une interview qui n'est pas une interview qui est très formelle, c'est une interview qui permet également de parler de sa passion, et donc de rentrer un petit peu dans les secrets, dans les coulisses de chaque studio, home studio, pour expliquer à nos auditeurs et à nos spectateurs comment chaque compositeur fonctionne. On ne va pas dévoiler des secrets, mais l'idée c'est vraiment rentrer dans l'univers de la personne. Alors du coup, je voulais savoir si par exemple quand tu composes, est-ce que tu as appris donc théoriquement que ce soit les techniques de composition, ou est-ce que c'est venu naturellement en écoutant et en analysant par exemple? Alors c'est un petit peu des deux. Donc dans mon cursus de guitariste, j'ai eu donc des cours de solfège, d'harmonie, etc., qui me servent toujours. Et ensuite c'est l'écoute de ce qui se fait, d'essayer d'analyser pourquoi la musique procure une telle émotion sur telle scène, tel type de scène,
qui permet de se faire une idée des petits trucs et astuces qui nous permettent de souligner une émotion ou de faire passer quelque chose en plus de l'image. Et à côté de ça, j'ai suivi quelques tutoriels sur YouTube ou sur Internet de composition, enfin pas vraiment de composition, mais de Music for the Media, ça s'appelle. Donc c'est sur une société qui s'appelle ThinkSpace. Je sais pas si tu connais. Pas du tout. Alors là, pas du tout. Je ne savais même pas que sur YouTube on pouvait trouver de tels tutoriels. Voilà, donc il y a une société qui s'appelle ThinkSpace Education, qui est une société anglaise et qui propose plein de cours sur la composition à l'image, sur l'orchestration, etc. Donc je me suis lancé un peu dans ce truc-là en parallèle et un peu au fil de l'eau de l'année. Hein. C'est pas quelque chose qui est avec des rendez-vous réguliers, etc. Donc on peut le faire à notre rythme. Et donc je me suis lancé un peu là-dedans. C'est assez intéressant. J'ai appliqué quelques trucs sur la web-série Random, mais c'est beaucoup plus large que uniquement de la fiction, par exemple. Ça va traiter des documentaires, des films de pub, des films institutionnels, des jeux vidéo, etc. Ça donne quelques trucs et astuces qui sont assez intéressants, je trouve. Donc moi, je suis parti un peu là-dedans. Donc voilà comment ça s'est fait. Plutôt au feeling, mais avec des bases quand même. Je pense que c'est important d'avoir quand même les bases solfège, harmonie. Alors, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable. Tu m'en voudras pas. Mais non. Est-ce que ce genre de tutoriel sur Internet peut ou ne peut pas t'amener à user de clichés? Je m'explique. Ah, ça c'est. Est-ce que le fait de suivre des tutoriels sur Internet, alors j'en profite, c'est un technicien réseau qui me file un boîtier de capture pour la. Voilà, donc parce que vu que toi on ne te voit pas à l'antenne, mais moi on me voit prendre des fils, alors pour expliquer pourquoi je prends un fil, parce que sur l'activité suivante il y a besoin d'une capture d'écran et donc j'ai enfin un boîtier de capture HDMI. Merci beaucoup. Si tu as besoin, quand tu voudras installer, tu viens me chercher. Voilà, ok, ça marche. Voilà, donc voilà le précieux pour tout à l'heure. Alors revenons à ce que je disais, est-ce que voilà, le fait de suivre des tutoriels sur Internet qui sont des formations finalement, ne te pousserait pas ou ne pourrait pas pousser certaines personnes à reproduire ou à véhiculer des clichés musicaux? Est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là aussi? Alors, la formation dont je te parle, c'est pas forcément sur de la composition, mais c'est plus sur des trucs astuces un peu techniques. Sur, je te donne un exemple tout simple, sur les jeux vidéo par exemple. La musique de jeux vidéo est beaucoup basée sur des boucles et sur des ambiances pour qu'on puisse être très interactif. Oui. Tu vois. Oui. Moi-même, ça te donne d'ailleurs un truc sur la musique interactive juste après. Ben voilà, exactement. Donc tu connais le truc, hein, on fait des stems, des couches qu'on peut combiner de différentes façons pour que ça ait l'air un petit peu différent tout en étant familier. Donc ça donne un peu toutes ces astuces-là. Pas vraiment sur des clichés de suite d'accords, par exemple, ou d'ambiance sur certaines émotions qu'on veut faire véhiculer. Après, c'est sûr qu'en écoutant pas mal de choses diverses, donc c'est ça où il faut faire attention, c'est écouter des choses diverses, en fait, pour pas se cantonner à quelque chose et essayer de reproduire mécaniquement un genre. Donc il faut essayer d'écouter des choses un peu différentes pour se former une culture musicale à soi. Et c'est ce que j'essaie de faire, ce qu'on essaie tous de faire, je pense, c'est de trouver sa voix, son style, et justement d'éviter un maximum les clichés, les choses qu'on a déjà entendues, etc. C'est assez compliqué, mais il faut essayer de faire ça. Ouais. Oui, et c'est là tout l'art justement de l'originalité, je pense. D'être soi-même, mais que son soi-même soit capable de répondre à tout type de projet. Tout en restant soi-même et en pouvant également satisfaire des personnes qui sont les clients finalement en fait. Exactement. Voilà. Exactement. Alors le volet, maintenant, on parlait de technique tout à l'heure. Ouais. Maintenant qu'on a parlé un peu d'artistique, on va se pencher sur le côté technique de la chose, puisque
Maintenant, un compositeur, il doit être également un petit peu... il doit maîtriser toute la chaîne de bout en bout, c'est-à-dire de l'enregistrement, de l'écriture jusqu'au mixage et au mastering presque. Ouais. Est-ce que ça a été compliqué, difficile, intuitif pour toi et long ou pas? Tu emploieras les qualificatifs qui te semblent les plus judicieux. Est-ce que ça a été donc... quel process d'apprentissage tu as dû mettre en place pour progressivement maîtriser toutes ces techniques-là pour être autonome, en fait? Comment tu l'as vécu, ça? Ouais, c'est une bonne question. Ça s'est fait vraiment petit à petit. Alors, quand on réécoute nos premiers morceaux, c'est sûr qu'on y voit toujours plein de défauts et du mixage pas super parfait, etc. On s'améliore petit à petit. Moi, je pense quand même que il y a certains éléments qui sont super importants à avoir, notamment dans un home studio. C'est des bons micros. Donc, faut pas lésiner à essayer de trouver le meilleur compromis qualité-prix au début, quitte à mettre un petit peu plus pour avoir des bons micros, une bonne captation, des bonnes écoutes. Ça va être super important pour le mixage. Et connaître ses écoutes aussi. Oui. Donc les mettre dans son environnement, bien comprendre comment elles fonctionnent, etc. Pas hésiter aussi à écouter sur plein de sources différentes. La chaîne hi-fi du salon, éventuellement même sur la télé, la voiture. La voiture, c'est le meilleur truc. Hein. J'ai une petite anecdote après ce sujet à te dire. Tu me diras ce que t'en penses. Mais... D'accord, ça marche. Donc c'est ça, puis après c'est l'expérience, c'est le fait d'en faire de plus en plus, de s'améliorer. C'est quelque chose d'assez long quand même. On fait des erreurs, on apprend des erreurs et puis on avance comme ça. Hein. Et c'est le meilleur apprentissage d'ailleurs. Exactement. Alors la petite anecdote sur les écoutes, c'est comme ça te permettra de peut-être rebondir là-dessus. Pour mon premier projet mobile, donc jeu vidéo, sur lequel j'ai travaillé, c'était un jeu multiplateforme, donc il devait à la fois sonner bien sur ordinateur, et sur téléphone. Donc, et je me rappelle encore avoir désossé des enceintes qui se trouvaient dans un ordinateur portable pour les mettre dans une petite boîte et écouter ce que ça donne sur ces micro-enceintes en temps réel, en fait. Exactement. Parce que je perdais du temps à faire En plus, j'ai une méthode de travail qui fait que je ne fais pas d'export autrement qu'en temps réel. Donc, je fais le mixage encore à l'ancienne, à la main. Et voilà. Et donc du coup, à cause de ça, ça prenait beaucoup de temps, donc de faire à chaque fois une prise audio stéréo, écouter dans le portable, recommencer, etc. Donc je me suis bricolé ce truc, et en fait, ça saute les haut-parleurs. À un moment donné, je switchais sur cette source-là, et la sortie de console rentrait dans ces petits haut-parleurs qui étaient dans une petite boîte, et qui reproduisaient assez fidèlement le bruit d'un mobile, en fait, d'un téléphone mobile. Ouais. Voilà, en mono ou en stéréo, en fonction des modèles qu'on pouvait avoir. Ouais. Donc c'est ça, moi je fais un peu pareil, c'est que j'essaye un peu partout dans la voiture, etc. J'ai aussi des enceintes Bluetooth très, très bas de gamme. Ouais. Et je switch aussi là-dessus pour si ça sonne bien là-dessus, ça sonnera bien un peu partout en fait. Tout à fait. En fait, il faut être satisfait de son travail sur la plupart des écoutes qu'on a. Voilà. C'est ça. Alors, je vais poser une question assez sempiternelle que tout le monde... Parce qu'elle m'est posée sur... C'est une question que j'aime pas tellement. D'ailleurs, je suis content... C'est gentil, merci. Moi, j'aime... En fait, quand je compose, j'aime pas qu'on me la pose, en fait, cette question. Mais vu qu'un spectateur a posé la question, par respect, je vais quand même la poser. C'est très important. D'ailleurs, je suis très content qu'enfin des gens participent, alors que c'est 11h15 le dimanche matin. Alors, la question, c'est... Est-ce que pour un débutant, tu as une configuration de base à conseiller? Et après, j'expliquerai pourquoi c'est une question pour laquelle je ne suis pas trop pour, parce que je considère, et après tu me diras ton avis, je considère que c'est une question qui est trop... la configuration, c'est quelque chose de trop personnel pour que ça marche partout, chez tout le monde. Ouais, après, voilà. Ouais, effectivement, tu as raison, ça dépend un peu de la musique qu'on veut faire. Si tu as comme je disais, si tu as de la captation d'instruments réels, comme moi je suis guitariste, je capte pas mal de choses avec des micros. Si on fait que de la musique électronique, un petit clavier dans un séquenceur, enfin dans une station de travail avec des petits logiciels de synthé, etc., ça peut suffire.
il y a c'est compliqué de répondre à ça, t'as raison. Voilà. Ce que je peux conseiller, c'est une chaîne YouTube, là. Encore une chaîne YouTube. La chaîne de Christian Henson, qui est un des fondateurs de Spitfire Audio, qui est une compagnie de librairie de samples, plutôt orchestraux d'ailleurs, qui a répondu à la question, justement. Lui aussi voulait pas y répondre pendant des années, etc. Sa réponse originale, c'était prenez un micro, un enregistreur, faites-vous vos propres sons, et un petit ordinateur, des écouteurs, et puis allez-y, quoi. Créer. C'est très marrant ce que tu dis là, parce que ça correspond. Bon, quand j'ai commencé, tout ce qui était informatique, en plus j'ai commencé vachement jeune aussi, et tout ce qui est déjà le matériel était cher. Et donc, j'avais les moyens de me payer que du matériel qui datait du début des années 90, tu vois, qui avait 10, 15 ans d'âge. Et je me souviens très bien que le truc le plus récent que j'avais dans mon studio, c'était un enregistreur mini-disque. Et je m'amusais à partir partout et à enregistrer des sons. Et après, je les mettais dans mon sampler. Voilà. Donc, que j'enregistrais sur disquette. Et donc, dans ma musique, il y avait énormément de sons bizarres, de percussions, qui provenaient d'objets que j'avais enregistrés avant même que l'informatique finalement permette de ça de manière fiable. Et ça m'est resté, du coup, je continue à travailler avec des vieilles machines. Ah bah oui, on connaît tous ton installation impressionnante. Alors les gens peuvent la voir, toi tu ne peux pas la voir à l'image parce qu'on n'a pas de caméra Skype pour des raisons de débit, mais on a à l'image, on peut voir une installation que j'ai faite ici qui me permet de travailler tout au long du week-end et à expliquer un petit peu comment fonctionne le système. Super. Voilà. Juste donc pour revenir sur Christian Henson, sur son channel YouTube, je te donnerai peut-être son lien comme ça tu pourras le. Tout à fait. Voilà. Il a publié une vidéo qui donne un peu des configurations. Alors ça va il a demandé à plusieurs personnes de son entourage ce genre de configuration. Donc certaines personnes, pas mal de personnes partent sur du Mac avec Logic, qui est une station de travail qui est assez complète pour pas vraiment très cher. Bon après le prix d'entrée des Mac est quand même assez impressionnant. Relèverons pas le débat ici. Voilà, exactement, ne parlons pas de ça. Bon bref, il donne un certain nombre de configurations à différents prix, avec des configurations d'écoute, de casque, de carte son, à différents prix. Donc ça peut donner des idées aux gens qui veulent un peu se lancer, suivant le budget qu'ils ont, suivant leur envie. Voilà. Puis après, on évolue tous, hein. On a une première config de base, et puis on l'étoffe petit à petit, on rajoute des choses, on enlève des choses. Et c'est quelque chose qu'on... Donc désolé si je réponds pas forcément bien à la question. Mais moi je considère que c'est une bonne réponse parce qu'elle est honnête. Voilà. Elle est honnête et c'est ce qu'on cherche en fait, surtout à avoir des... En fait, il faut, je pense, s'équiper en fonction de ses besoins, mais dans un ordre qui est peut-être pas celui qu'on pense a priori. Il y a des gens qui négligent souvent les écoutes et qui travaillent au casque pendant très longtemps alors qu'ils achètent par exemple des synthétiseurs ou des instruments hors de prix, mais qui ne sont peut-être pas mis en valeur tant que les écoutes ne sont pas à la hauteur. Et je pense c'est vrai. que... Après, tu as une autre chose, c'est que si on n'a pas de place, si on n'a qu'une chambre à coucher, etc., commencer par un bon casque, c'est aussi bien. Hein, pour se lancer, après, c'est vrai que les écoutes, ça demande quand même d'avoir un peu de place, d'avoir une pièce qui est pas trop dégueulasse en termes de réverbération, etc. C'est une autre... moi, je pense que c'est déjà un step. Mais... Donc, ils en parlent d'ailleurs dans la vidéo aussi, j'étais assez d'accord avec ça. Certaines personnes disent, ben voilà, on peut commencer très bien avec un bon casque, une bonne carte son, un bon casque, ça permet déjà de faire des choses. Après, si on veut se lancer un peu plus de manière semi-pro ou pro, là, il faut vraiment passer effectivement sur des écoutes pour gagner toute la stéréo, tout le champ du mix en fait. Voilà. Une paire là que j'utilise, que vous voyez d'ailleurs, toi tu ne le vois pas, mais les gens peut-être se demandent quelles sont les écoutes. Ici dans le studio, il y a une paire de Yamaha MSP5 qui sont de petites enceintes, qui sont à la fois bien pour travailler la musique,
et tout ce qui est voix. Quand on travaille par exemple sur des montages de dialogue, ce qui peut arriver dans le jeu vidéo ou dans le cinéma, elles sont très bien parce qu'elles ont une clarté au niveau des fréquences dans lesquelles se trouve la voix humaine. On n'en voit qu'une à l'image parce que l'autre, elle n'est pas absente, hein, elle est hors champ. Voilà. Alors, maintenant que nous avons parlé un petit peu de ton environnement de travail, de ton parcours dans la musique, quel est donc, il y a actuellement un projet sur lequel tu as travaillé qui s'appelle Random. Comment es-tu arrivé sur ce projet? Et est-ce que ce projet a été un tournant dans ta manière de voir la musique à l'image? Alors, alors, je suis arrivé sur Random complètement par hasard, en fait, parce que je connaissais un des deux réals qui, au moment du lancement, donc on a fait des crowdfunding pour la saison 1 et la saison 2, et au moment du lancement du crowdfunding de la saison 1, j'ai vu passer son mail comme ça, et de but en blanc, on se connaissait, donc je lui ai envoyé un petit message en lui disant tiens, est-ce que tu cherches pas un compositeur pour faire la musique? Il a dit banco, on a démarré comme ça, j'ai fait un essai, ça leur a plu, et puis depuis je compose la musique de la web série comme ça. Et est-ce que ça a changé un peu mon approche? Oui, dans le sens où c'était vraiment la première fois où j'ai pu travailler complètement à l'image et sur une image qui était figée, on va dire. Figée dans le sens montage. Ouais, avec un minutage définitif donc. Avec le minutage définitif, ou quasi définitif, hein, on n'est pas à l'abri de petites modifs. Mais donc c'était vraiment le premier projet où j'ai pu travailler sur quelque chose de stable, sur lequel je pouvais poser justement la musique. Ça a aussi changé mon approche dans le sens où ils m'ont laissé très libre dans l'approche que je voulais avoir de la web série, les sons que je voulais utiliser, tout en me guidant quand même un petit peu sur ce qu'ils voulaient comme ambiance. Mais généralement, on a dû faire au maximum peut-être 3 allers-retours sur des morceaux. Donc ce qui est relativement peu dans le monde de la musique à l'image. Donc il y a eu une bonne alchimie entre nous. Les images sont déjà, les montages des différents épisodes étaient déjà faits, donc c'était pas mal. On a eu une approche un peu différente entre la saison 1 et la saison 2. Donc si vous voulez voir ce que c'est, Random d'ailleurs, c'est randomlasérie.com. Voilà, il y a le lien sur Twitter aussi. Bah voilà, super. Donc vous avez toute la saison 1 qui est disponible, la saison 2 est en cours de diffusion, enfin en cours de recherche de diffuseur plutôt. Donc sur la saison 1, on a travaillé un petit peu différemment de la saison 2. Sur la saison 1, ils ont tourné sur des périodes différentes, étalées sur 1 an et demi. Donc il y a eu l'équivalent de 36 jours ou 40 jours de tournage répartis sur 1 an et demi. 1 mois et demi condensé. Un an. C'est-à-dire le temps d'1 mois et demi étalé sur 1 an et demi en fait. Exactement, tout à fait. 6 semaines à peu près. Voilà, donc c'était une semaine, même des week-ends en fait. Et ils ont tourné 2 épisodes ou 3 épisodes par 2 épisodes, 3 épisodes. La saison compte combien d'épisodes au total? 12 épisodes chaque saison. D'accord. Entre 6 et 9 minutes. Donc le truc c'est qu'on avait, donc au cours d'1 an et demi, on a eu des lots en fait de 2-3 épisodes. Donc on savait pas trop comment allait se terminer et à quoi ressemblerait en fait la fin de la saison 1 quand on a commencé le début. D'accord, oui, ça progressait, l'écriture avançait au même rythme que les tournages. Et du coup, je pense que la musique aussi a progressé et a évolué sur la première saison. Sur la saison 2, on a travaillé différemment. Ils ont tout tourné sur 30 jours, donc la totalité des épisodes. Moi, j'ai pu travailler du coup sur quelque chose qui était déjà ficelé de bout en bout, en fait, toute la saison. Tout à fait. Même s'ils finissaient, quand on a commencé à faire la musique, évidemment, ils n'avaient pas fini l'épisode 12, de monter l'épisode 12, mais c'était plus rapproché et sur une période plus resserrée, ce qui, du point de vue musique, a aussi changé l'approche, parce que du coup, j'avais une vision d'ensemble,
J'avais les synopsis de tous les épisodes, on savait bien où aller. On avait aussi le recul de la saison 1. Donc la saison 2... Ouais, vas-y. Ça t'a permis de travailler aussi d'après les textes, du coup. Exactement. Donc l'approche était un petit peu différente. Et je sais plus la question initiale, j'ai digressé. La question initiale, est-ce que ça m'avait... en fait, dans ta digression, tu as répondu à la seconde partie de la question, à savoir, est-ce que ça a marqué un tournant dans ta manière d'approcher la composition de la musique à l'image, du coup. Voilà. Donc c'est ça. Après, c'est vrai que je travaille aussi sur d'autres projets, sur des documentaires, sur des courts-métrages. Les courts-métrages, c'est un peu similaire parce qu'effectivement, on a la totalité du court-métrage généralement quand on travaille à la musique. Sur les documentaires, c'est beaucoup moins vrai. Souvent, on est là même avant le tournage, même parfois. Donc on travaille vraiment sur synopsis et il faut qu'on fasse des morceaux de 2-3 minutes illustrant une séquence qu'on n'a pas encore vue. Ou voire on travaille aussi en parallèle du montage. Donc parfois on a des montages non définitifs, juste des idées. Pas mal d'allers-retours. C'est assez rare pas mal d'allers-retours du coup. C'est assez rare sur les documentaires qu'on travaille à l'image en fait finalement. Pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vrai qu'il y a deux grandes écoles finalement dans la composition. Et à l'image, il y a pas mal de gens qui jonglent entre les deux techniques, à savoir composer à l'écrit, c'est-à-dire sur tout ce qui est script sans avoir aucune image, et au contraire composer avec l'image, voire même le montage définitif. Et je pense que toute la latitude d'un compositeur de musique à l'image est de savoir naviguer entre ces deux points extrêmes de méthode de travail. Je ne sais pas ce que toi tu en penses de ça, mais... Non, mais tout à fait. Après, c'est même une nécessité parce que, parce que moi, jamais tu l'auras... Voilà. Jamais tu auras... T'as le problème inverse, toi ? Oui, moi, c'est-à-dire que je suis habitué à travailler uniquement en texte, en fait. Ah, d'accord. Parce que la situation la plus confortable pour moi, c'est de travailler sans avoir les images. D'accord. Du moins pour développer les thèmes ou développer les axes. Et ensuite, avec les images, faire tout ce qui est synchro, en fait, finalement. C'est les morceaux définitifs, mais en exploitant le matériau que j'aurais créé auparavant. Donc, j'arrive à jongler finalement en mettant des tout petits blocs les uns après les autres. Mais ça a été compliqué pour moi d'essayer de faire un travail que je considère comme étant juste, précis, quoi, en n'ayant que les images. Parce qu'elles me conditionnent trop, en fait. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, ouais. Et donc, en fait, quand je lis le script, j'ai de la musique qui me vient. Et pas d'image, en fait, j'ai du son. Donc, je fais texte vers son directement. Et si c'est image vers son, je me suis rendu compte avec l'expérience que c'était moins efficace dans ma tête que texte vers son dans mon cerveau. D'accord. Voilà. Ouais, comme quoi. Moi, c'est un peu différent. C'est qu'effectivement, moi, quand je lis le scénario, j'ai aussi les images qui viennent. C'est marrant. Donc, du coup, moi, je suis un peu plus à l'aise avec les images. Moi, j'ai une approche un petit peu différente. Même si, effectivement, notamment sur la saison 2, on réutilise un peu des thèmes de la saison 1. Donc, on a une sorte de boîte à outils dans laquelle on va piocher pour les différentes scènes. Mais c'est vrai que moi, je suis un peu plus à l'aise avec l'image. Comme quoi, chacun a une approche différente. C'est ça qui est bien aussi. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est comme ça que les compositeurs arrivent à, je pense, à appréhender les projets les plus divers. Tu parlais tout à l'heure comment on appelle ça, d'un long métrage ou de court métrage, en tout cas de format unique, on va dire, avec un seul. Est-ce que, par exemple, je vais prendre un exemple d'un court métrage qui s'appelle Pacific Rifle, qui est fait par une équipe que je connais également, qui est à Toulouse. Qui s'appelle j'ai oublié Grey Fox. Grey Fox Productions, Sylvain et Kevin. Et donc je vous encourage d'ailleurs à écouter et à aller voir ces films qui sont vraiment sympas. Est-ce que ça a été compliqué de travailler depuis Paris avec des personnes qui se trouvent à Toulouse, par exemple ? Écoute, sur Random, c'est un peu la même chose parce que toute l'équipe est à Nantes. Oui. Alors que moi, je suis à Paris. Donc, je suis assez habitué à travailler un peu à distance, comme ça. C'était pas spécialement compliqué, non, parce que on s'est fait quelques sessions d'échanges et
et de directives, en fait, on va dire, de la part de Sylvain, qui était le réalisateur sur le cours. Ouais. Et il était assez, un peu de la même manière que les réalisateurs de Random, c'était assez agréable parce qu'il n'était pas trop, il avait des idées de ce qu'il voulait, mais en me laissant assez libre, donc du coup, ça s'est assez bien fait. Et pour le coup, sur Pacific Rift, on a fait qu'un seul aller-retour quasiment. Il faut préciser quand même que Sylvain est musicien, pas professionnel, mais en tout cas c'est quelqu'un qui connaît la musique et qui a une idée assez concrète de ce qu'il veut faire avec la musique dans ses films. Et parce que là je suis en train de travailler sur un autre de ses longs métrages moyen métrage qui s'appelle Tom, et il a une idée précise, je dirais pas précise, une idée, il a une orientation. Voilà, il a une orientation de la musique, il sait ce qu'il veut faire avec la musique, tandis qu'il y a la pire des situations pour moi, c'est quand le réalisateur ne sait pas du tout comment utiliser la musique comme un élément narratif. Et il va mettre la musique comme des bouches-trous. Et là, c'est très compliqué parce que le compositeur doit prendre des décisions qui reviendraient normalement au réalisateur. C'est vrai. Et alors là, je ne dis pas que ça va faire un mauvais film, mais on va dire que ça peut très bien... C'est la loterie, quoi. Ça peut très bien marcher ou pas. Voilà. T'as tout à fait raison. Et il y a un autre aspect aussi qu'on a de la musique à l'image. Alors, pas forcément même si sur les cours ça peut arriver. C'est quand on se heurte ce qu'on appelle les theme tracks. Donc c'est des morceaux qui ont été calés sur le montage déjà, pour aider déjà le monteur à faire des cuts rythmés, on va dire. Le problème de ça, notamment sur les moyens ou même sur les longs, c'est que le réalisateur s'habitue aux theme tracks. Tout à fait. Et du coup, on me demande après coup de refaire quelque chose de quasiment un copier-coller de ce qui avait été mis au départ, quoi. Ce qui peut poser des problèmes, hormis des problèmes de droit, par exemple. Ça peut aussi poser des problèmes de déception. Pour moi, on va directement à la déception parce qu'il compare toujours à quelque chose qui convenait déjà au départ, finalement. Parce que dans l'esprit du réalisateur, ça convenait de mettre s'il avait pu acheter les musiques. Et donc, finalement, on va directement à l'insatisfaction. Alors, c'est assez rigolo parce que Sylvain, je ne sais pas si avec toi, il avait fonctionné comme ça. Moi, il m'a fait une liste des morceaux qu'il aimait bien au niveau de l'ambiance. C'est-à-dire tout à fait. Il ne les avait pas calés, mais il m'a donné toute une liste. Alors, je lui ai dit, Sylvain, je ne vais pas les écouter, je vais faire comme je veux. Enfin, comme on a dit ensemble. Et ensuite, une fois que j'aurai fait tous les morceaux au piano, je vais écouter tes morceaux. On va voir si les instructions que tu m'as données correspondent au même ressenti que ceux et ça marche, en fait. Ah bah super. Ce qui prouve quand même, encore une fois, c'est pas pour envoyer des fleurs à Sylvain, etc. Mais c'est un réalisateur qui encore sait ce qu'il veut faire de la musique. Et les instructions qu'il donne au compositeur correspondent à ses choix musicaux honnêtes pour le projet. Voilà. En ce qui concerne ton actualité maintenant, puisqu'on va quand même parler aussi de ton actualité, est-ce que, dans la mesure de ce que tu as le droit de nous annoncer, est-ce qu'il y a des projets, qu'est-ce que tu as comme projet actuel et qu'est-ce qui est-ce que tu as, quel type de projet tu as actuellement, voilà. Est-ce que c'est des courts-métrages, est-ce que c'est des longs-métrages, des documentaires, jeux vidéo, etc. Ouais, alors... et après, j'ai deux questions de spectateurs qui viennent d'arriver, donc je te les pose juste après. Ouais, ça marche. Donc en ce moment, on est en plein dans la promotion donc, de la saison 2 de Random, là, même si on n'a pas encore de diffuseur, donc ça va un peu s'accélérer. Donc ça, c'est une partie aussi, je dirais, intéressante du boulot, c'est aussi tout on va dire le service après-vente. On va faire des festivals, on va faire ce genre de choses, et ça c'est aussi intéressant. C'est pas vraiment de la composition, mais c'est un peu de rencontre aussi avec le pseudo-public. On peut vendre notre projet. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. Exactement, on s'est rencontrés comme ça au TGS. Oui, tout à fait. Donc il y aura ça sur l'année.
concernant le projet musique, donc en ce moment je travaille sur une pièce de théâtre. Donc ça c'est un nouveau champ que je connaissais pas du tout, donc ça va être assez intéressant, qui se monte à Paris, donc une petite pièce, hein, c'est pas quelque chose de très gros. Je travaille aussi sur des documentaires avec un ami compositeur, et on travaille aussi à monter une société pour un peu plus se structurer et pouvoir prendre plus de projets. Sur un format aussi audio sur le web. Donc là, pareil, avec une personne qui connaissait un petit peu Random et qui aimait bien l'ambiance. Donc on va voir ce qu'on va faire. Donc voilà, documentaire, pièce de théâtre, format audio. Pas encore de cours dans les cartons pour l'instant. Mais déjà avec ça, c'est pas mal de taf. C'est déjà pas mal, oui, c'est bien rempli. C'est déjà pas mal. Alors, les deux questions qui sont venues sur donc la question box, je vais l'appeler ça, la boîte à questions qui a situé en dessous du flux. Première question, c'est, mais tu as partiellement répondu dans ce que tu as dit là. Est-ce que la musique, c'est ton activité professionnelle ou est-ce que c'est un passe-temps ? Et moi, je vais rajouter, et si c'est le cas, si c'est ton activité professionnelle, comment tu es passé du hobby à l'activité professionnelle ? Alors, c'est pas mon activité professionnelle principale. J'ai un métier, un vrai métier, comme on dit. Oh non, pas ça. Non, je déteste ça aussi. C'est pour ça que je le fais comme ça. Non, en fait, je suis ingénieur dans une boîte aérospatiale. Enfin, pas loin de ce que vous connaissez aussi à Toulouse, un peu dans le même groupe, là, côté Airbus. Bon, voilà, donc en gros, je suis ingénieur dans ce domaine-là et je fais de la musique à côté. Donc le soir, le week-end, etc. Mais ça commence à évoluer pas mal, donc je commence à réfléchir, à faire peut-être la bascule, on va dire, de manière définitive vers la musique. Donc il faut soit alors je commence à avoir un certain âge, donc c'est un peu compliqué. Est-ce qu'on a le droit de divulguer ton âge à l'antenne ? On a le droit de dire plus de 40 ans. D'accord. Voilà. Donc c'est le moment ou jamais, parce que sinon... C'est le moment ou jamais, exactement. Bon, le souci, c'est qu'on a quand même pas mal de choses à côté, etc. Donc je pense que c'est plus simple quand on est un peu plus jeune et qu'on a moins de contraintes, on va dire, à côté. Bon, bref. Pour répondre à la question, voilà, c'est pas mon activité principale, mais peut-être que ça peut le devenir assez rapidement, justement en montant la structure dont je parlais tout à l'heure. Voilà. Alors, la deuxième question, c'est est-ce que dans la promotion, il t'a entendu parler de la promotion tout à l'heure, est-ce que des interprétations live de ta musique sont prévues pour promouvoir les projets sur lesquels tu travailles ? Alors, c'est marrant que tu me parles de ça. Sur la pièce de théâtre, justement, il y aura cet aspect live. Puisque sur certaines... ce que j'ai proposé au metteur en scène, c'est que sur certaines dates, la première, la captation, par exemple, parce qu'on va capter le spectacle, bah, je joue les morceaux en live, sur scène, avec les acteurs. Donc sur ce genre de projet un peu live, c'est intéressant. Pour la web série, c'est un peu plus compliqué parce que c'est vraiment de la musique à l'image. Donc, quoique on peut très bien faire aussi des concerts, mais pour l'instant des arrangements, mais c'est pas encore, non, ça c'est pas prévu sur Random, etc. Mais je pousserai l'idée au réel, pourquoi pas. Ça peut être une bonne idée. Donc voilà. Voilà. Notre entrevue donc se touche bientôt à sa fin, puisqu'il nous reste à peu près 5 minutes. Est-ce que, une dernière petite question, et après, si tu as envie de dire quelque chose de manière spontanée aussi, n'hésite pas. Est-ce que tu as déjà collaboré avec d'autres personnes pour, par exemple, jouer d'instruments que tu ne souhaitais pas, que tu n'étais pas capable de jouer, ou est-ce que tu débrouilles toujours pour faire en grande partie tout seul ? Je suppose qu'il y a une question de budget qui intervient là-dedans, mais est-ce que c'est une idée, quand tu as pu avoir des musiciens, disons de manière gratuite ou qui rentraient dans le budget, est-ce que tu as eu l'occasion de travailler avec des musiciens
en chair et en os, qui jouent dans des instruments ou qui chantent, par exemple, pour des projets sur lesquels tu travailles ou tu as travaillé par le passé. Ouais, alors effectivement, ça c'est vraiment quelque chose que j'essaye de faire dans la mesure où effectivement le budget le permet, le temps le permet aussi, et voilà. C'est vraiment quelque chose qui apporte de la vie en fait dans l'enregistrement que tu peux faire. Donc j'ai déjà fait un violoncelle par exemple, de la voix effectivement. Du piano, un vrai piano. Acoustique donc. Acoustique donc, ouais. Et ça c'est vraiment intéressant, notamment sur les cordes. Il y a beaucoup de logiciels de sample, enfin de librairies de samples orchestraux avec des sons de cordes très très bien. Ce qui est intéressant, c'est de mixer une performance réelle avec la machine. Avec la machine, ouais, avec ces logiciels. Ça permet de donner l'illusion, oui, on peut appeler ça l'illusion. C'est ça. L'illusion que c'est du live en fait, avec un tout petit peu avec une vraie partie jouée par quelqu'un, par un vrai musicien, même si les librairies de samples c'est joué par des vrais musiciens. Hein, oui, c'est samplé, donc il faut bien. C'est samplé, donc quelque part. Exactement. Donc, mais tout ça fait que ça apporte un peu plus de vie en fait dans la performance. C'est assez marrant. Donc ça, effectivement. Ouais, vas-y. Ce que tu dis là, parce que ça me rappelle 2 techniques que j'avais employées aussi. Donc celle dont tu parles, je m'en étais déjà servi, notamment pour tout ce qui était cordes, ce qui était voix aussi. C'est-à-dire j'avais pris 2 chanteurs et ensuite j'avais samplé ces voix qui venaient faire une chorale plus des performances en live. C'est-à-dire pris en temps réel des mêmes voix. Et cette espèce d'amalgame faisait quelque chose de très hypnotique, très bizarre, et à la fois réaliste et artificiel. Et une autre technique que j'ai employée aussi, c'est d'utiliser un son de synthèse pur qui se rapproche énormément d'un son enregistré en live. Et la superposition des deux, donc c'est vraiment diamétralement opposé, la synthèse sonore, dont on va parler d'ailleurs d'ici une petite demi-heure, et même pas le sampling, mais la prise réelle d'instruments, en l'occurrence là c'était de la guitare, l'ajout d'une guitare et d'un son synthétique qui s'approche beaucoup de la guitare a donné une espèce de corps, pas l'instrument, oui, parce que ça peut prêter à confusion, mais c'est vrai. Ça peut grossir le son de manière une sonorité. Voilà, une sonorité, ça prend une certaine place qui donne un caractère au son, à la performance finale en fait, définitive. Voilà. Et c'est généralement comme ça que tu fais aussi des choses qui sont un petit peu originales et qui sortent de ce que tu entends un peu partout. Hein. C'est vrai que c'est de faire des essais, des mix entre différentes techniques. Il y a beaucoup de choses qui marchent très bien par accident. Oui. Moi, par expérience, c'est un peu ce que je peux retenir aussi. C'est que de temps en temps, par exemple, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, sur un rythme de percu, etc. Je l'ai bougé un peu par hasard de quelques millisecondes sur la piste, et du coup ça a donné quelque chose de complètement différent et plus intéressant en fait que le rythme vraiment calé sur le temps en fait. De le décaler un petit peu, ça a donné quelque chose d'original et de différent. Ouais. Ce qui est assez amusant, ce que tu dis là, c'est assez rigolo, ça me rappelle une fausse manip que j'ai fait sur un de mes premiers projets. Alors que je travaillais pas encore avec l'ordinateur, j'avais un séquenceur hardware, tu vois, donc une grosse boîte qui enregistre du MIDI en fait, et qui permet de piloter les synthés et d'enregistrer vraiment. Ça fait que du MIDI, donc ça ne l'enregistre que pour les synthés. Et j'avais joué quelque chose et je m'étais trompé de bouton, c'est-à-dire qu'en fait, cette machine, ça ressemblait à une grosse calculatrice, et pour rentrer les commandes, il fallait rentrer le numéro de la tâche en fait. Il fallait prendre. Heureusement, la liste des tâches, elle a été écrite sur le dessus de la machine, donc il ne fallait pas prendre le bouquin à chaque fois. Et en gros, pour faire, je sais pas moi, quantification, en l'occurrence, c'était pour aligner les notes sur le temps, tu commençais à taper le numéro de la fonction. Et ensuite, tu tapais les valeurs. Et tu ne validais pas à chaque fois, tu tapais numéro de fonction, valeur, et là, tu validais.
Et je m'étais trompé, j'ai interverti en fait, j'ai tapé 2 fois et j'ai mal quantifié ce que j'avais joué. Et c'est passé du binaire au ternaire, donc c'est devenu un petit peu... Et ça donnait un rythme très exotique, très tribal, d'un coup, et c'est ça qu'on a gardé au final. Et à telle enseigne que je ne sais plus du tout ce que j'avais joué à l'origine, la rythmique que j'avais joué à l'origine. Ça m'a transformé totalement la cadence de ce que j'avais joué en fait. Donc c'est pire qu'un décalage là, c'est carrément ça replace les notes complètement ailleurs en fait. Vu que c'était la rythmique et que c'était la première piste, l'une des premières pistes que j'avais enregistrées, ensuite j'ai continué à jouer le reste du morceau sur cette cadence là. Voilà. Et ça donnait un truc très bizarre. Non, donc, mais c'est généralement les accidents sont heureux dans la musique. Dans la musique, ouais. Et d'ailleurs, je pourrais même prolonger ce que tu dis là en disant que même ce qui paraît malheureux, il faut quand même le garder dans une boîte parce que ça peut devenir heureux à un moment donné. Exactement. Dernière anecdote. Ça aussi, c'est un bon concept, t'as raison, c'est de garder un maximum de choses qu'on a faites. On ne sait jamais où ça peut terminer et se garder une archive là où on met un peu tous les trucs auxquels on a pensé, c'est pas mal aussi. Ouais. Tiens, j'ai une anecdote encore, mais j'aimerais bien te faire réagir là-dessus pour savoir si toi aussi ça t'est arrivé. Et je pense qu'on terminera là-dessus du coup. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de jeter quelque chose ou justement de mettre de côté des trucs, et puis accidentellement ou vu que par exemple tu fais écouter tout un tas de pistes à un réalisateur ou à quelqu'un et au final tu dis pour le fun je vais te faire écouter ce que j'ai rejeté moi, et finalement il garde le truc et t'es bien embêté parce que c'est un truc que t'avais pas travaillé, que t'es obligé de retravailler, ou alors t'as un petit état d'âme en disant man, c'est pas comme je le voulais mais lui il l'aime comme ça, et voilà quoi, et on garde quelque chose qui dans ton esprit n'est pas ce qui ça ne tient pas au reste en fait du projet. Est-ce que ça t'est déjà arrivé que le réalisateur du coup craque sur le morceau que tu avais vraiment mis de côté quoi? Alors peut-être pas jusqu'à cet extrême-là où j'avais mis de côté délibérément, etc. Mais effectivement, quand on fait plusieurs propositions, on a toujours ces petits chouchous, etc. Et c'est pas toujours celui que tu prendrais toi qui est pris. C'est ça qui fait aussi la richesse de ce métier, je veux dire. Et des relations humaines en général. Et de relations, voilà, exactement. Et aussi, c'est le client, en fait. Hein. Oui. Donc, il faut pas oublier non plus, après, quand tu fais ça, voilà, quand tu fais ça dans une optique un peu pro, t'as un client, donc ensuite, il faut que tu acceptes son truc. Ce qui peut être bien, c'est d'aller dans son sens, donc faire ce qu'il a choisi, etc. Mais potentiellement aussi essayer de travailler une deuxième option, suivant ce que toi tu aimes, et lui présenter les deux. Ouais. Et parfois, il revient sur ce qu'il avait pensé initialement, et il prend la deuxième option en disant ah oui, t'as raison, c'est pas mal. Alors ça dépend des réalisateurs, hein. Il y en a certains qui se remettent en question, d'autres non. Donc ça dépend du caractère et de l'ego, de chacun. Dernière question, une question qui est arrivée par le serveur, la boîte à questions, et ça sera du coup la dernière question, puisqu'ensuite on doit préparer le plateau technique pour l'activité suivante. D'ailleurs, je précise, il y aura une petite interruption sans doute de flux, mais ne vous inquiétez pas. Hein. Donc, dernière question posée par un auditeur. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de vendre ton âme au diable pour avoir un projet et qu'au final, tu sois complètement dégoûté par le résultat parce que ça n'avait pas collé humainement? Alors, je vais te dire que j'ai eu beaucoup de chance jusqu'à présent. Ça s'est pas produit. J'ai toujours eu de la chance avec les réals avec lesquels j'ai bossé. Ça s'est toujours très bien passé. Donc, j'ai pas trop eu ce problème-là, ce désagrément-là. Allez, peut-être une petite anecdote quand même, quelque chose sur un film institutionnel où la production avait fait justement les thème tracks sur des morceaux qu'ils avaient complètement saucissonnés sur une œuvre qui existait en fait. Ils ont pris un bout par-ci, un bout par-là, etc. Ils ont fait un saucisson, ils ont fait ils ont découpé un saucisson. Une mosaïque. Ils ont découpé un saucisson, ils ont recréé un autre. Ouais. Et ils sont restés. Et le client a adoré cette version-là.
Et donc ils sont restés, malgré mes essais d'essayer de diverger un peu là-dedans. Ils sont restés sur ce truc-là, qui je trouvais n'était pas une super approche. Mais bon, après, c'était aussi le client, et il faut satisfaire le client qui paye. Le job, quoi, le client, exactement. Donc bon, ça peut arriver. Bon, il faut se raccrocher peut-être aux autres projets sur lesquels on est un peu plus libre et un peu plus où c'est un peu plus satisfaisant, on va dire, musicalement et humainement. Bon, voilà. Après, si on veut faire ça de manière pro, bon, il faut aussi, au moins au début, être un peu souple et mettre un peu son ego. Alors, le métier de musique à l'image, il faut réussir aussi à mettre un peu son ego de côté, parce qu'on est au service du projet, que ce soit le film, le documentaire, etc. Et généralement, sur les documentaires, par exemple, il faut pouvoir accepter que sa musique soit mise très 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 bas au niveau du mix. Ah oui. C'est pas la musique qu'il faut qu'on entende dans un documentaire. Alors ça dépend des séquences, mais généralement les documentaires, on a beaucoup de ce qu'on appelle du voice-over, donc des commentaires en fait. Oui. Et c'est ça qui est important pour l'auditeur, enfin pour le téléspectateur, c'est d'entendre ce qui se dit, d'entendre les explications, etc. Qui permettent de comprendre le film d'ailleurs. Exactement. Et la musique est là plus pour soutenir et pour donner une ambiance, etc. Pour éviter que ça soit vide, en fait, finalement. Voilà. Et donc, c'est un métier où, si on veut que ce soit sa musique qu'on écoute, etc., bon, la musique à l'image, c'est pas forcément le meilleur vecteur, on va dire. Bon, voilà, c'est quelque chose qui me va bien pour moi. Donc ça marche, mais ça peut ne pas aller à tout le monde. Donc quand j'entends vendre son âme au diable, etc., parfois il faut aller vers ça pour satisfaire son client, qui du coup vous rappellera, vous permettra d'avoir d'autres projets sur lesquels il aura peut-être une approche différente. Et voilà, après on ne sait jamais de quoi demain est fait, donc faut pas se fermer les portes. Tout à fait. Juste une dernière chose, une petite anecdote. C'est une phrase qu'on m'avait dit et que j'avais trouvé complètement stupide, et quand j'étais jeune, et j'avais dit oh, c'est n'importe quoi ça. En fait, c'est pas que j'ai pas dit que c'était une connerie, mais j'ai dit que c'était un petit peu, quand même, c'était un peu exagéré. Et après 15 ans passés dans ce milieu de la musique, je me rends compte qu'en fait c'est extrêmement vrai, que ça pourrait même être une ligne de conduite. Je pense que pour devenir, la personne me disait exactement ça dans ces termes, je pense que pour devenir un musicien professionnel et vivre de la musique, il faut être capable de jouer et écrire de la musique qu'on n'aime pas écouter. Ah, ça c'est complètement vrai. Et moi j'avais trouvé que c'était très péremptoire comme phrase, mais en fait c'est extrêmement vrai. Parce que si tu commences à être dégoûté, à dire oh putain, non, moi je vais prendre un extrait, mais imagine, demain il y a Jul qui te contacte, même si tu n'aimes pas Jul et que tu trouves que sa musique c'est de la merde, à un moment donné, peut-être que le fait d'avoir fait de la musique pour Jul, ça va te faire vivre pendant un an, j'en sais rien, ou plusieurs mois, ça va te faire rencontrer des gens que tu n'aurais jamais espéré, etc. Et il ne faut pas oublier le facteur humain, je pense, à l'intérieur de ça. Je ne sais pas ce que tu en penses. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Et il faut essayer de tirer de chaque expérience, en fait, du positif, et que ce soit, comme tu le disais, du réseau, que ce soit des rencontres humaines, peut-être d'apprendre une nouvelle technique, de se pencher sur un genre que tu n'écouterais pas a priori, mais tu peux découvrir des choses que tu peux après transposer dans un autre genre. Et ça aussi, ça marche bien quand tu fais des choses hybrides ou un peu mix, où tu prends, comme tu le disais, un truc un peu tribal sur de la musique orchestrale, par exemple. Ça peut donner des choses intéressantes aussi. Ouais. Donc, prendre du Joule, puis le faire à une sauce, je sais pas, une autre sauce, ça peut être peut-être quelque chose de rigolo. Oui, je pense. Ce sera le mot de la fin, du coup.
une bonne, une fin, une bonne fin. Une très bonne fin. Une très bonne fin. D'ailleurs, en parlant de fin avec un N, on va bientôt passer à la fin avec un M, puisqu'il est midi moins 5. À suivre, donc je précise juste le programme à suivre pour les gens qui veulent nous suivre. D'ici un petit quart d'heure, vers midi 5, midi 10, je vais vous montrer comment fonctionne le tracker FM Composer et la synthèse FM. On va passer à la pratique par rapport à ce qu'on a dit hier en théorie. À 13h, nous retrouverons le compositeur Gabriel Sauvage, qui est un compositeur en devenir, qui fait de la musique de jeux vidéo et à l'image également, et qui est quelqu'un qui est très curieux, très intéressé. Il nous expliquera son approche de la composition et pourquoi il souhaite rentrer dans ce milieu, justement. Et ensuite, nous retrouverons à 14h un autre musicien qui s'appelle Tristan Malo, qui a monté un projet qui s'appelle Mister L, quelque chose d'un petit peu plus électronique, dark, etc. Merci beaucoup, Jean-Éric, pour ta participation à cette petite heure d'interview. Je rappelle qu'on peut te trouver sur SoundCloud, il me semble, en cherchant ton nom. Et j'ai mis le lien vers ton Twitter également, sur mon Twitter et sur celui des Geek Fairies. Je te souhaite une bonne après-midi, un bon appétit si tu n'as pas encore mangé, et à bientôt sur de futurs projets. Ouais, exactement. À bientôt tout le monde. Merci à toi. Et voilà, nous allons faire une petite pause technique avant de reprendre le flux suivant, puisque nous devons monter un boîtier que vous avez vu tout à l'heure de capture vidéo. Donc s'il y a des interruptions vidéo ou audio dans le flux, ne vous inquiétez pas. De toute façon, nous revenons à peu près vers midi 10, midi et quart. À tout à l'heure.